L'arrivée de l'été n'est pas la période la plus propice à la sortie de chefs-d'œuvre. Aussi, plutôt que de chercher à isoler les moments forts d'une comédie balnéaire dont la thématique serait de draguer les filles avec efficacité, je ne vise aucun film en particulier, je me contente de respirer l'air du temps. Nous avons choisi de mettre en lumière une reprise, une fois n'est pas coutume. Mais quelle reprise, puisqu'il s'agit de l'un des films les plus ambitieux d'Ingmar Bergman, excusez du peu. Vous me permettrez de ne pas revenir longuement et en détail sur la place du cinéaste suédois dans l'histoire du cinéma. Elle est considérable. Disons simplement que les metteurs en scène de son acabit, qui ont sondé avec une telle persistance et une telle réussite les abîmes de l'âme humaine, se comptent sans doute sur les doigts d'une main. L'œuvre du serpent, puisque c'est de ce film-là qu'il s'agit, date de 1977. Et en dépit de son impressionnante opulence, ce n'est pas un film qui est souvent cité par les admirateurs du signataire, du Septième Saut, des Fraises sauvages, de Créer chuchotement, de Scènes de la vie conjugale, de Fanny et Alexandre, etc. Sans doute parce que cette œuvre du serpent est un film à part. Tourné à l'étranger, nous reviendrons un peu plus loin sur les raisons de cet exil, le film est une production d'Ino De Laurentiis, nabab hollywoodien qui n'a jamais lésiné à sortir son carnet de chèques pour faire naître des blockbusters. C'est à ce titre le film le plus cher jamais tourné par le maître suédois. Sa singularité réside précisément dans ce grand écart entre la munificence des moyens, le soin apporté à la reconstitution du Berlin de 1923, et la fascination habituelle du cinéaste pour les méandres de l'âme humaine. Et le film godille en permanence entre le tableau d'une société en pleine putréfaction et les affres des personnages principaux confrontés à la peur, à la solitude, à la mort. J'ai bien conscience d'employer des mots un rien angoissants, mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'œuvre du serpent est un film d'une noirceur peu commune. People are afraid to go out at night. The government doesn't know which way to turn. Something terrible is going on. Money is worth less and less. Do you recognize this man? Look at that picture. There is brutality and violence everywhere. Do you recognize it, girl? And yet people act as if nothing has changed. Who the hell? And perhaps nothing has. Where do you think we are? Dino De Laurentiis presents a film by Ingmar Bergman, The Serpent's Egg. David Carradine is Abel Rosenberg, who was lost. Aus Liebe mach ich es schon, du kriegst mein süßes Bonbon, ganz ohne... Liv Ullmann is Manuela, who was alone. Together, they are trapped in a world where no one is to be trusted. By the way, one thing I almost forgot. All our material is strictly confidential. Everyone is to be feared. And a mystery lies waiting to be solved. We've been waiting for you. In a world gone mad, Do you realize I won't tell you anything? a terrible secret is revealed. One day you can tell all this to anyone who is willing to listen. No one will believe you. I think Manuela is heading for trouble. It's as if all the terrible things going on around us didn't concern her. If you won't believe, go! Liv Ullmann, We're going to stick together now. David Carradine, Maybe I didn't feel welcome in your beautiful city. Gert Frobe, I can't sleep for fear. Would you like me to pray for you? James Whitmore, Is it a special prayer? Yes. It's like a serpent's egg. and Heinz Bennett. With the thin membranes, you can clearly discern the already perfect reptile.
The Serpent's Egg, a film by Ingmar Bergman. L'action se déroule à Berlin, en 1923, pendant les premiers jours de novembre, pour être précis. La nuit tombe de bonne heure, les rues suintent la misère, le chômage et la peur. Le marque ne vaut rien, il faut des milliards pour s'acheter à manger. Et sur le papier, la démocratie existe encore, mais on sent bien qu'elle vacille. Des nervis aveuglés de haine viennent tabasser tous ceux qui n'ont pas l'heure de leur plaire, et cela sans que la police ne bronche. Elle ne tardera pas d'ailleurs à se ranger du côté des plus forts. C'est ce climat, pour le moins délétère, qui inspire le titre du film, sans doute énigmatique au prime abord. Regardons-le comme l'embryon d'un serpent qui, à peine éclos, deviendrait malfaisant par nature, et tuons-le dans l'œuf, faisait dire Shakespeare à Brutus dans Jules César. On ne sait pas ce qui serait devenu de Rome si César n'avait pas été tué. Pas plus que l'on ne saurait dire si le sort de l'Europe aurait été fondamentalement différent si Hitler avait été éliminé quand il était encore temps. Parce que le nazisme n'est pas né de rien. Le ventre était fécond dont est née la bête immonde, comme dira Brecht. L'œuf du serpent est sans doute le film le plus ouvertement politique de l'œuvre de Bergman. Mais ce n'est pas, loin s'en faut, le seul qui décrive le chaos du monde, le naufrage de l'âme humaine. La guerre elle-même n'est pas une notion nouvelle. On évoquera La Honte, réalisée 9 ans plus tôt, et on n'oubliera pas non plus les prémices du silence. Autant de films qui caressent la parano des personnages dans le sens du poil. Mais s'agit-il vraiment de parano, tant le monde dans lequel ils s'ébattent est hideux, mortifère, asphyxiant? Il faut dire que le cinéaste n'a pas eu besoin de se forcer pour rendre compte de ce malaise, de ce désespoir. Il était lui-même dans un état d'accablement quand il s'est lancé dans l'aventure du film. Le fisc suédois lui était tombé dessus en le traitant comme le dernier des tire-laines, ou du moins en lui donnant l'impression. Le choc étant d'autant plus rude que c'est sans doute dans les années 70 que l'auteur du 7e Sceau était enfin parvenu à une reconnaissance réellement populaire, massive, notamment grâce au triomphe de scènes de la vie conjugale diffusées sous forme de feuilleton à la télévision. Sommé de rendre son passeport, Bergman s'est dans un premier temps bourré de tranquillisants, puis il a choisi de déserter son pays natal. L'œuf du serpent a été tourné en Allemagne avec des techniciens du cru que Bergman ne connaissait pas, à l'exception notable de son directeur de la photo, Sven Nykvist, comme un frère de sang. Idem pour la distribution, la plupart des comédiens sont allemands, même s'ils parlent anglais, et ça aussi c'est nouveau, et dérangeant même pour celui qui a rendu la langue suédoise presque familière aux cinéphiles. À l'exception notable de 2 comédiens principaux, l'américain David Carradine et la toujours fidèle Liv Ullmann. S'amuse. Tout le film donne d'ailleurs le sentiment d'être en équilibre entre 2 ensembles, 2 forces parfois contradictoires, que les 2 comédiens principaux reflètent à leur manière, Carradine représentant l'inconnu, l'aventure même, quand Liv Ullmann est un repère, une balise de la geste bergmanienne. Mais l'équilibre du film se cherche également en permanence dans la relation de l'intime et du collectif, de la nudité de l'âme humaine et de l'horreur totalitaire à laquelle on ne peut pas ne pas penser quand on sait comment tout cela s'est terminé. Le personnage incarné par David Carradine est juif. Ce n'est pas encore, suffisant pour être systématiquement traité comme un animal nuisible, mais ce n'est clairement pas un atout. Nous ne dirons rien de l'épilogue, mais il est clair que les images que Bergman nous propose ayant servi aux recherches d'un médecin inquiétant, qui n'est pas sans annoncer le futur et sinistre docteur Mengele, font froid dans le dos. Dans le film, il porte le nom de Vergerus, un nom propre qui est au fond assez commun dans l'œuvre du cinéaste. C'est un peu son docteur Mabuse. Et puisque l'on parle de Fritz Lang, profitons-en pour pointer l'évidente fascination de Bergman pour les films du signataire de M. le Maudit. Il y a dans l'œuvre du serpent une dimension expressionniste permanente. Dès le générique, nous assistons à un balancement entre les envolées assez joyeuses d'un air de jazz qui pourrait annoncer un film de Woody Allen et la masse sombre et uniforme d'une foule qui avance vers un avenir plombé. On pense à Metropolis. Ce hiatus va se retrouver tout au long du film, lui apportant son identité visuelle. D'un côté, les rues du désespoir où les miséreux en sont rendus à dépecer un cheval pour pouvoir manger. De l'autre, ces cabarets où l'on danse, où l'on chante, où l'on boit, où les corps se mélangent. Mais cette gaieté est trop forcée pour que l'on y croie. Les maquillages sont lourds, les sourires figés et les gestes de l'amour ne sont que grimaces. Le film n'a pas
que des défenseurs. Beaucoup lui ont reproché ce grand écart, déçus de l'absence presque totale de ces gros plans qui ont permis à Bergman, à travers toute son œuvre, de donner le sentiment qu'il nous permettait de voir à l'intérieur de l'âme humaine, de comprendre toutes les émotions. Mais même si le film semble parfois claudiquant, il répond largement à son ambition, celui de brosser le portrait de toute une humanité qui se noie. Mais il est également une dimension qui n'apparaît pas immédiatement à celui qui ne saurait rien d'Ingmar Bergman. Né en 1918, le futur cinéaste avait 15 ans quand Hitler s'est emparé du pouvoir. Et l'adolescent n'avait pas été insensible à l'attrait et au lyrisme du nazisme. Le futur metteur en scène devait trouver quelques qualités à l'apparat pourtant pompier des adorateurs de la croix gammée. Il changera totalement de point de vue en découvrant l'horreur des camps. L'œuvre du serpent est aussi un acte de contrition. De façon corollaire, les films de Vergérus, épiant les moindres réactions de personnages cobayes, ne sont-ils pas comme une déformation outrancière du projet bergmanien? Vertige de l'artiste démiurge.